Ils prennent possession de ces denrées alimentaires et du carburant, ils les sauvegardent et ils empêchent les civils de prendre l'assaut dessus. Ils les emmènent dans des entrepôts qui sont évidemment gardés, surveillés, etc. Et ils revendent le restant, les miettes, à leur population. Et surtout, ils prennent le carburant nécessaire pour combattre Tsahal, le ventre plein. Elle s'appelle Rachel Twitou. Elle a répondu à un appel sur les réseaux sociaux lancé il y a 2 semaines. Et depuis, elle a rejoint Tzaf Tesha. Alors, on va en savoir plus tout de suite. Rachel Twitou, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, Tzaf Tesha, un mouvement citoyen qui veut du changement. Au sens le plus propre du terme, c'est un mouvement il a à peine 2 semaines officiellement. L'appel de Tzaf Tesha, tout comme il y a le Tzav 8, donc le fameux Tzav Shmoné qu'on appelle en temps de guerre pour les réservistes. Quand les soldats sont réquisitionnés. Voilà. Réquisitionnement des soldats en temps de guerre. Ça, c'est l'appel des citoyens, des civils. Et j'ai répondu présente parce que cette cause, je pense qu'il n'y a pas plus important aujourd'hui que de faire ce que fait Tzaf Tesha. Alors, qu'est-ce que fait Tzaf Tesha? La question me semble évidente. Donc, Tzaf Tesha, c'est une initiative civile, comme on l'a précisé. Le but est de bloquer les convois humanitaires qui arrivent jusqu'à 70% dans les mains du Hamas. Alors, les convois humanitaires, tout le monde en parle, on ne se rend pas très bien compte de quoi il s'agit. D'abord, ça a démarré depuis quand et de quelle quantité et de quelle quantité Alors, de quoi il s'agit? En convoi humanitaire, c'est un nom qui englobe pas mal de choses. Il y a évidemment du matériel médical pour la population civile. Il y a de la farine, des denrées alimentaires, mais il y a aussi évidemment du carburant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Ronen Bar, et c'est suite à ça, en fait, que l'initiative Tzaf Tesha a commencé. Alors, Ronen Bar, il faut expliquer, il est à la tête du Shin Bet. À la tête du Shin Bet. Il a fait une interview, il y a 2 semaines, où il a précisé qu'à la connaissance d'Israël, jusqu'à 70% des convois humanitaires arrivaient directement en possession et sous le contrôle du Hamas. Cette information, c'est pas nous qui le disons, c'est les gens du système et les gens du gouvernement qui le disent eux-mêmes. Dans la mesure où les gens du Hamas ont le contrôle de ces denrées humanitaires et du carburant, le même carburant qui permet à ces tunnels de terrorisme de continuer à fonctionner. On parle d'électricité, on parle d'aération, tout ça marche avec le carburant. Donc, que fait-on? Pourquoi? Par ailleurs, nous avons aussi appris que les convois humanitaires étaient passés par le biais de Kerem Shalom et par le port d'Ashdod. Donc Kerem Shalom, c'est à la frontière. Au sud, voilà. Tout à fait. Il y a aussi le passage de Nitzana, un peu plus au sud encore, mais majoritairement parlant à Kerem Shalom. Et ces convois humanitaires, ils sont gérés et administrés par UNRWA, la fameuse organisation onusienne qui, à mes yeux, je l'appelle branche du Hamas, tout simplement. On sait que 1 terroriste sur 10 travaillait aussi pour cette organisation de l'ONU. Et aujourd'hui, cette organisation... 1 terroriste sur 10 a participé le 7 au massacre octobre, du 7 octobre. Bien sûr. Ouais. Et donc, quand on sait tout cela aujourd'hui et que le monde et les pays occidentaux sont en train de geler les financements de cette organisation terroriste sous la tutelle de l'ONU, pourquoi est-ce que nous, en Israël, nous continuons à laisser passer librement le passage de ces convois qui sont finalement directement amenés dans les mains de nos ennemis? Alors, on a vu des images, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la chaîne de télé Al Jazeera, avec on va dire des terroristes du Hamas armés avec les Kalachnikov qui prenaient possession des camions. Tout à fait. Ça se passe comment? Alors, les camions rentrent camions rentrent par le biais d'UNRWA. Ils sont arrivés dans les zones de réfugiés, mais ils sont pris directement en otage par le Hamas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écartent les civils qui peut-être meurent de faim ou pas, à savoir, parce que parfois il y a des images où on voit les gens en train de manger un falafel et compagnie, on les voit, ces images-là de Gaza encore hier. Mais cela dit, ils prennent possession de ces denrées alimentaires et du carburant, ils les sauvegardent et ils empêchent les civils de prendre l'assaut dessus. Ils les emmènent dans des entrepôts qui sont évidemment gardés, surveillés, etc. Ils se servent et ils revendent le restant, les miettes, à leur population. Ils revendent les denrées alimentaires, notamment. Les denrées alimentaires, et surtout, ils prennent le carburant nécessaire et ce qu'il leur faut, eux, pour combattre Tsahal, le ventre plein. Voilà. Donc ça, c'est pas possible. Non, d'abord, c'est illogique, c'est inadmissible. On n'alimente pas notre ennemi en temps de guerre, et si on doit le faire, on alimente la population civile de Gaza.
pas les combattants et pas les terroristes du Hamas. Nous avons tous de la famille qui se combat, qui sont dans les combats à Khan Younes ou ailleurs en ce moment, des maris, des cousins et des frères et sœurs. Et des frères et sœurs, évidemment. Et ce n'est juste pas logique. Tu ne fais pas ça. Tu te tires une balle dans le pied. Alors, quand on parle d'aide humanitaire, en termes de camions, ça représente combien de camions par jour, en moyenne? En moyenne, on parle de plus de 200 convois humanitaires par jour. C'est des tonnes. Ça veut dire quoi? On parle de à peu près 7 ou 8 tonnes de denrées humanitaires. Mais je mets ça globalement, parce que c'est pas exactement les quantités, si c'est denrées humanitaires, si c'est produits médicaux. Mais en tout cas, on parle vraiment de quantités monstrueuses qui arrivent. Et moi, je le vois, je l'ai vu à Kerem Shalom. C'est à chaque fois, en 1 heure, une trentaine de camions qui passent. Donc. Et c'est tous les jours. Et c'est tous les jours. À Kerem Shalom, on parle en moyenne de 180 camions. Ouais. Juste à Kerem Shalom, encore une quarantaine vers le passage de Nitzana, et surtout même maintenant au port d'Ashdod. Alors ça c'est nouveau. Vous avez tracé un peu l'aide humanitaire, comment elle arrive en Israël. Vous avez identifié que c'était par le port d'Ashdod. Tout ce qui est un port par le port d'Ashdod, oui. Donc ça veut dire quoi? Vous allez aller à Ashdod, bloquer les marchandises? Alors tous les jours nous bloquons Kerem Shalom. On essaye parce qu'on va en parler plus tard, mais il y a évidemment le fameux décret de l'armée qui nous empêche. Ils ont décrété que cette zone était une zone militaire. Ouais, or, vous ne pouvez plus vraiment y arriver. Officiellement, on ne peut plus y arriver. On y arrive quand même. Et je peux te dire que c'est pas facile. Ça demande évidemment un grand effort. Alors, ça veut dire quoi? Vous êtes sur place à quelle heure? À 5h du matin? 5h30 du matin, pour ceux qui habitent dans le centre comme moi. 5h30 du matin, on prend la route. On arrive sur place à 7h30 du mat. On se rassemble et on commence à essayer de passer les barrages de la police. Alors, une fois que vous avez passé les barrages de la police, vous faites quoi? Eh ben, on arrive sur place parce qu'au début, il n'y avait pas de barrage. Donc au début, il n'y avait pas de barrage. Vous avez vraiment réussi notre action. Vous avez réussi à empêcher ces camions. Il y a des pressions internationales qui sont évidemment très lourdes sur Israël, notamment des États-Unis, sur lesquelles on est obligé de prendre en considération parce qu'on est dépendant d'eux sur beaucoup de choses, évidemment, surtout. Et c'est vrai que Netanyahou a lancé un appel direct au chef d'état-major de l'armée, à Lévi, et il a demandé à ce que les convois passent coûte que coûte, en disant que ça donne de l'oxygène, on va dire l'oxygène politique à Israël, de pouvoir mener cette guerre. Oxygène politique ou oxygène médini, comme on dit en hébreu, oui, mais pas à ton ennemi. Il y a un problème. Là, tu alimentes ton ennemi et tu alimentes les combattants de ton ennemi. Alors, vous faites comment aujourd'hui, puisque c'est un territoire militaire, donc les civils n'ont pas le droit d'y pénétrer. Vous le faites quand même. Alors, d'une part, on le fait quand même parce que la cause est juste. Avec moins de succès, j'imagine. Avec malheureusement moins de succès. C'est vrai qu'on est là quand même pour porter la voix finalement qui est générale. Je peux te dire que sur place, on a des gens de gauche, de droite, des jeunes, des moins jeunes, des religieux, des laïcs. Je pense qu'aujourd'hui, surtout au vu de ces dernières années, je n'ai jamais vu on va dire, de protestation qui ait réussi à rassembler vraiment des gens aussi différents. Aussi différents, ouais. Et complètement hétérogène. Alors, le but, c'est quoi? Puisque tu es venu en parler à cette émission, c'est que tu as envie de populariser ton action. Qu'est-ce que tu attends de nous? L'effet de masse. Quand on a commencé cette action, on était 50, 60, c'était il y a 2 semaines. Depuis, on est 400, 500. C'est toujours pas assez. Il faut qu'on soit 1000, 2000, 3000. Si on était en masse là-bas, d'abord, je peux te le dire, et je pense que tu n'es pas surprise de le savoir, les policiers et les gens de l'armée qui sont là-bas, et qui nous empêchent de passer. Ils nous empêchent de passer. Ils ne font pas ça de gaieté de cœur. Ils sont avec nous. Ils nous le disent à demi-mot. Parfois, ils nous le disent tout court. Mais ils répondent aux ordres qu'ils reçoivent. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils font leur rôle et on n'est pas dans une anarchie. Mais notre rôle à nous, en tant que civils, c'est de porter cette voix en disant le peuple israélien ne veut pas que ces convois humanitaires arrivent dans les mains de son ennemi. Non pas pour empêcher, bien sûr. On n'est pas là pour affamer les Gazaouis. C'est pas la démarche. Parce qu'ils reçoivent l'aide humanitaire qu'ils doivent recevoir, mais on ne peut pas laisser en sorte que les 70% de ces convois humanitaires arrivent dans les mains du Hamas. Trouvons un autre système. Surtout en vue du fait que l'UNRWA, cette fameuse organisation, est sous les projecteurs internationaux. C'est le moment de dire stop. Demandons quelque chose d'autre. Donc le but du jeu, enfin en tout cas le but de ta présence ici, voilà, non, c'est d'engager des gens qui veulent, pourquoi pas soutenir l'action de Tzav Tesha et venir, manifester avec vous. C'est important. On fait comment pour vous rejoindre? Alors on a des groupes suivre votre action. On est sur les réseaux sociaux, Tzav Tesha TZAV9. Ok. Nous sommes
sommes partout sur les réseaux sociaux. Nous avons des groupes WhatsApp qui se remplissent, mais on ne peut plus gérer tellement on a des groupes WhatsApp. En français, il y en a ou pas? En français, je vais en créer un aujourd'hui, donc je te communiquerai aussi les informations pour rejoindre ce groupe. Et j'appelle vraiment tout le monde. Nous, surtout la communauté francophone en Israël, nous sommes sionistes, nous sommes des gens qui aimons notre pays, nous sommes ici par conviction. Et je pense que c'est vraiment l'appel, c'est notre appel à nous, ceux qui ne sont pas réservistes et qui sont civils aujourd'hui. Venez, aidez-nous, empêchons cette chose immorale de donner cette aide humanitaire. C'est juste pas logique. Nous sommes en train d'alimenter notre ennemi. Et je parle vraiment bien des terroristes du Hamas. Nous avons tous de la famille qui combat à Gaza. Nous avons encore plus de 136 otages à Gaza. Que faisons-nous et pourquoi est-ce qu'Israël finalement cède sous la pression internationale? C'est important que la voix du peuple soit aussi entendue à l'étranger. Alors Rachel Twitou, bravo pour ton courage. Je sais que tu n'es pas seule. Il y a beaucoup d'associations qui ont rejoint Tzav Tesha. Vous avez aussi des familles, des Khatoufim qui vous, des otages qui vous soutiennent évidemment. Voilà. Des mamans aussi des soldats. Ouais, Imaot Lochamim. Il y a beaucoup d'associations. Des Mishpachot Khatoufim, comme tu as dit, les familles des soldats, des otages malheureusement. Je peux te dire que sur place, ça brise le cœur. Elles pleurent souvent, les mères qui sont là-bas avec nous. Elles sont sidérées de voir ça et elles comprennent pas comment est-ce que leurs enfants n'ont pas forcément reçu d'aide humanitaire et ils n'ont pas reçu de preuves comme quoi ils ont reçu les médicaments. Mais par contre, l'aide humanitaire pour Gaza afflue et en quantité monstre. Ok, alors merci beaucoup Rachel. On mettra bien sûr dans le descriptif de la vidéo les liens pour vous intéresser à ce nouveau mouvement Tzav Tesha né pendant cette terrible guerre. Merci beaucoup Cathy.